Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du troisième secteur parmi les 5 secteurs du scoring. Jusqu'ici, nous avons vu qu'il y avait le tir à 3 points, le lancer franc. Maintenant, on va parler du mid-range. On va voir quelle est la réalité du mid-range dans la NBA d'aujourd'hui, quel est l'avenir du mid-range et surtout, quelles sont les compétences des Lakers de cette année dans ce domaine. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Comme toujours, je vous mets une petite définition pour la pédagogie. Je vous mets une petite vidéo illustrative pour les novices. Et puis, je rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que le mid-range? Le mid-range, c'est évidemment pas un lancer franc. Vous êtes d'accord? C'est pas un tir à 3 points. C'est pas un layup. Le mid-range, c'est quoi? C'est un shoot qui se prend autour, dans la zone grise, entre la raquette, le dunker spot, et le 3 points. 2 écoles par rapport à ça. Il y a une école qui dit c'est tout à fait stupide et absurde de faire du mid-range une arme du basket puisque on prend autant de distance pour avoir un résultat aussi maigre, un résultat de 2 points. Ça, c'est la nouvelle école, l'école McD'Antoni qui en parle. L'ancienne école dit la même chose du mid-range. D'ailleurs, on se rappelle les discussions entre Phil Jackson et Kobe, où Kobe prenait des longs 2 points, c'est-à-dire des tirs qui étaient pratiquement tout près de la ligne des 3 points, mais qui comptaient qu'à 2. Donc, dans l'ancienne école, on dit que ce système-là n'est absolument pas rentable. Le mid-range peut être pris que dans quelques cas. Et parmi ces cas, c'est quand il y a l'horloge des 24 secondes qui arrive à sa fin. On a le droit aussi de prendre le mid-range lorsque le tir est complètement ouvert. C'est ce que je viens de vous expliquer. Lorsque le gars qui est en drop coverage hésite à monter sur le joueur qui est dans cette zone grise, c'est ce que j'appelle la zone des bonnes affaires, et bien à ce moment-là, on a le droit de prendre ce tir-là pour quel que soit le coach, il est d'accord avec ça. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est quand le tireur de mid-range est un spécialiste avéré. Aucun coach ne pourrait dire à Kawhi Leonard ou à Kevin Durant de pas prendre des tirs au mid-range, tant ces mecs-là, ils sont efficaces. Et c'était la même chose avec Jordan, et c'était la même chose avec James Worthy, et c'était la même chose avec Kobe Bryant. Le mid-range est-il en train de redevenir le roi en NBA? On a vu qu'il y avait une période pendant laquelle le tir à 3 points avait pris le dessus sur le mid-range. Il y a 2 écoles en NBA. L'école traditionnelle qui veut que le scoring se fasse dans la raquette, c'est l'ancienne école, donc ce sont les shoots à haut pourcentage. Il y a la nouvelle école, l'école McD'Antoni, Steve Kerr, etc., Steve Nash, qui dit que les tirs à 3 points sont supérieurs aux tirs à 2 points. Dès lors, il y a un changement de paradigme au sein de la NBA qu'on a opéré plus ou moins aux environs des années 2011-2012. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des spécialistes dans le domaine qui remettent ce mid-range au goût du jour. Bien sûr, dans ce secteur, le spécialiste des spécialistes, c'est Kevin Durant. C'est un spécialiste de 3 points, mais c'est aussi l'un des meilleurs joueurs au mid-range. À côté de lui, je ne peux pas ne pas citer Kawhi Leonard des Clippers. Même si c'est l'ennemi juré, je dois reconnaître que son mid-range est absolument money. Donc, il faut pas sous-estimer la capacité de cet homme à marquer des points quand il est sur le terrain.
Je peux vous citer encore un get bucket, un homme qui est capable en mid-range de faire des malheurs, c'est DeMar DeRozan des Bulls. À côté de lui, je pense à Jimmy Butler aussi, Jimmy Bucket d'ailleurs. Je pense à Monsieur Paul George, à CJ McCollum des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Je pense à son nouveau coéquipier qui est Brandon Ingram, qui a développé un tir en mid-range assez intéressant. Je pense au roi du pick and roll, l'homme qui est capable de marquer en mid-range pendant tout le match, c'est Monsieur Chris Paul. Je pense à son élève, Devin Booker, qui est aussi un spécialiste au niveau du mid-range. À côté de cela, je pense à une nouvelle gâchette du mid-range, c'est Chris Middleton des Bucks. Je pense aussi à Jaylen Brown des Celtics de Boston. Voilà la réalité du mid-range aujourd'hui. Maintenant, quel est l'avenir de ce mid-range? Eh bien, l'avenir, je pense qu'il est glorieux. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une zone grise, il y aura toujours une zone de bonnes affaires, il y aura toujours une zone où le pivot qui a un drop coverage hésite. Si on fait un pick and pop au lieu de faire un pick and roll, eh bien, on hésite à monter sur le tireur. À ce moment-là, ce tir-là a de longues années devant lui. Je pense que le système peut mettre pas mal de joueurs dans de bonnes conditions de catch and shoot dans la zone grise, dans la zone des bonnes affaires, dans la zone du mid-range. Néanmoins, je ne vois pas de consistance au niveau du roster des Lakers, des joueurs qui sont capables de tirer à un haut pourcentage au niveau du mid-range. J'en vois plus ou moins 3. Je vous ai déjà parlé de Dennis Schroeder. Je pense que il a deux spécialités dans son jeu, c'est le drive et le mid-range. C'est un joueur qui est capable de manière consistante, de manière constante, qui est capable de marquer des mid-range pendant tout un match. Il est capable de le faire en début de match, il est capable de le faire en fin de match. Dennis Schroeder, c'est le premier élément que je vois efficace dans ce domaine. Le deuxième, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, ces derniers temps, il s'est dit, je vais devenir un tireur à 3 points. Non, mon vieux. On verra la prochaine fois, puisqu'on parlera des lay-ups et du dunk spot. Tu dois aller au poste, travailler au poste et abuser les défenseurs de la NBA. Ou alors, soigner le tir en mid-range qu'on a vu pendant la saison 2019-2020 quand les Lakers ont gagné le titre dans la bulle d'Orlando. Ce Anthony Davis est capable de devenir un spécialiste du mid-range. J'en fais mon affaire. J'espère que le coach va le comprendre et va l'utiliser dans ce secteur, dans cette zone grise, dans cette zone des bonnes affaires. Ensuite, le King. Je laisse toujours le King en dernier. Je traite la question du King. Je pense que le King peut devenir un spécialiste du mid-range, un homme consistant au niveau du mid-range. D'ailleurs, je dis qu'il doit absolument se développer un nouveau go-to-move qui soit pas un go-to-move de drive qu'il envoie systématiquement au charbon dans la raquette. Le mec, il a bientôt 39 ans. Il n'est pas question que pendant toute une saison, il aille systématiquement chercher ses points dans la raquette. Donc, il doit absolument développer un tir au niveau du mid-range. Voilà. La prochaine fois, on verra le dunk et le lay-up, les deux autres secteurs du scoring. Ainsi, on aura couvert les 5 secteurs et on aura vu les forces et les faiblesses des Lakers dans les 5 domaines. Lakers tout le temps, c'est votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.